Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui c'est un très grand jour pour Sens Tactique. On est vraiment très content de pouvoir accueillir, on a envie de dire, un invité de marque pour nous. Donc je suis, comme d'habitude, on se présente évidemment Thomas et Adrien qui est avec nous. Et aujourd'hui nous avons un invité très spécial. Notre invité du jour a fêté ses 30 ans de carrière en 2018. Il est la voix de l'équipe de France depuis 1999 pour la chaîne de radio RMC et couvre les plus grandes compétitions internationales de football. Il est de ses voix reconnaissables entre mille pour plusieurs générations de fans de football. Notre invité aujourd'hui et c'est un véritable honneur pour nous, Jean Rességuier. Jean Rességuier, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Thomas, bonjour Adrien. Ça va très bien avec le son et pas l'image, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est normal pour quelqu'un de la radio. Évidemment, et on vous remercie évidemment d'être Ouais, présent merci beaucoup. avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur que vous nous faites là. Du coup, on va pouvoir commencer cette interview, Adrien, pour la communauté. On se permet juste, avant de vous rappeler, les amis, comme à chaque fois, que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Tougol et Instagram, @senstactique majuscule au S, majuscule au T. Nous sommes aussi bien entendu disponibles sur notre chaîne Twitch où nous faisons des lives le jeudi pardon, à 18h et le dimanche à 18h. Adrien, je t'invite donc à commencer cette interview avec la première question. Alors, donc la première question, donc comme l'a dit Tommy en introduction, ça fait maintenant donc 30 ans en 2018, donc maintenant 32 ans de carrière quand même. Et voilà, on voulait savoir si vous aviez vu au fur et à mesure de ces années en fait une évolution dans votre métier. Complètement, complètement. Quand on part dans une carrière avec, alors je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais un magnéto Nagra à bande, qu'on pense ensuite au numérique et qu'on arrive à un support multimédia, ça veut dire que le métier a évolué, c'est normal, c'est logique, que la sensibilité des gens aussi a évolué sur le fait qu'il y a cette volonté d'être informé très vite. Parfois trop vite, et que malheureusement, on en oublie un petit peu de vérifier la base de l'information, reste quand même les ce sens-là, à la limite que je trouve que le métier a évolué et pas toujours de très belle manière. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez dire éventuellement par pas évoluer de très bonne manière? Vous voulez dire d'un point de vue technique ou plutôt d'un point de vue de ce qu'on attend aujourd'hui du commentateur? Non, technique. Alors après, moi, je parle pas que du commentateur, je parle surtout du métier de journaliste sportif dans sa globalité et du métier de journaliste. Je dis simplement que techniquement, non, au contraire, on a remarquablement bien évolué. Après, il y a cette forte présence des réseaux sociaux, cette propension à vouloir être toujours dans la concurrence, et ça, c'est très bien aussi, sauf que à un moment donné, on se retrouve à vouloir aller très vite, trop vite, et en oublier d'être très précis, d'être sûr sur les informations. Et en plus, ça a été là sur les dernières années la porte ouverte aux fake news, quoi, des choses que l'on ne connaissait pas du tout. On savait que ça pouvait exister, mais ce n'était pas face à nous comme c'est le cas aujourd'hui avec la présence des réseaux sociaux. C'est en ce sens-là, et quand je discute avec des jeunes journalistes qui terminent leur école ou qui sont en phase transitoire avec des stages à la clé, puisque ce sont les périodes qui veulent ça aussi, on a toujours l'impression justement que ils ont un petit peu de mal à vouloir entendre le fait que si on a une information, c'est bien déjà de l'avoir, c'est mieux de la vérifier, et c'est mieux de la vérifier deux fois pour être sûr de ce qu'on va pouvoir publier. Donc c'est là-dessus que le métier a, je le mets entre guillemets, dangereusement évolué, parce que dans le sport, c'est pas très grave, mais dans d'autres circonstances et d'autres informations de type international, de type économique, de type politique, on a vu qu'il y avait parfois, dans la précipitation, malheureusement, des informations qui n'étaient pas assez vérifiées. Ouais, en effet, oui, c'est vrai que c'est en effet comme ça que le métier de journaliste semble quelque peu évoluer. En tout cas, c'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites là, parce que c'est vrai que bon, nous-mêmes par exemple, hein, on cachera pas que nous de notre côté, évidemment, on n'a pas les réseaux, on n'est pas forcément toujours au plus proche de l'info. Maintenant, c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire toujours, c'est de prendre les informations avec des pincettes et toujours un petit peu essayer aussi voilà, de rappeler les sources, etc. Et de toujours évidemment expliquer que voilà, on sait que c'est un métier à part entière et qu'il est nécessaire, on va dire, de parfois vérifier ses sources, ou du moins essayer de ne pas avancer des choses qui sont pas vérifiées. C'est la Après, vitesse de l'info.
Après, quand on revient dans le sport, l'emploi du conditionnel le conditionnel est employé dans tout type d'information et encore plus dans le sport et encore plus dans le foot par rapport à la période des transferts, par exemple. Ouais. On sait qu'il y a des discussions entre agents de joueurs, dirigeants de clubs et des confrères journalistes pour donner quelques pistes, mais pas toujours la bonne information, parce que parfois c'est laisser entendre que tel ou tel joueur peut partir dans tel ou tel club à tel ou tel prix, et c'est quelque part aussi utiliser ces informations-là pour permettre derrière de réaliser un transfert différemment ou de travailler en sous-marin sur tel ou tel joueur en occupant le terrain avec un autre joueur. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment le côté journalisme sportif. Après, dans le commentaire des matchs, dans la couverture d'un événement, dans la présence en direct, que ce soit à la radio ou à la télé, le métier a surtout évolué d'un point de vue technique. On arrive à faire des choses extraordinaires avec très peu de matériel pour la radio, et aujourd'hui, ça commence à être le cas aussi pour la télévision, ne serait-ce que dans les moyens de transmission, quoi. Oui, en effet, oui, c'est sûr que les temps ont particulièrement évolué d'un point de vue technologique, et puis évidemment la mutation du secteur a suivi, c'est bien logique. Du coup, on avait une autre question évidemment pour vous, toujours en rapport, on va dire, avec bien entendu le métier. On sait que les joueurs de foot, avant chaque match, ont un petit peu, on va dire, une routine avant d'aborder un match. La question qu'on souhaiterait vous poser, c'est vous, en tant que évidemment, journaliste et commentateur, est-ce que vous avez un petit peu une routine aussi dans la préparation de vos matchs, notamment, on va dire, plutôt dans le commentariat? Est-ce que vous avez un petit peu une routine ou quelque chose qui est bien propre à vous? Je peux pas parler de routine, mais peut-être de rituel, mais un rituel professionnel, quoi. C'est dans la manière de préparer les matchs. Alors moi, il est venu se rajouter l'an dernier la télé, et par rapport à mes commentaires radio et la préparation des matchs, complètement différent dans le sens où au niveau de la télé, on est dans l'accompagnement du téléspectateur, on est dans l'accompagnement de l'image, alors qu'à la radio, on est dans la narration pure et dans le factuel, la base même du journalisme, puisque la voix, c'est l'image, quoi, à la radio. Donc c'est d'être tout le temps dans la parole, dans le ton, dans le descriptif, dans les enflammades, pour que l'auditeur reste bien accroché à l'image qu'on lui amène, l'image qu'on lui apporte au travers de la voix. Avec la télé, il faut travailler un petit peu plus, enfin en tout cas c'est le constat que j'ai fait, travailler un petit peu plus sur quelques informations sur les joueurs, quelques anecdotes sur les joueurs, être un petit peu plus précis dans le côté statistique, et même si dans la globalité du travail effectué en amont, vous en utilisez que 5-10%, mais au moins vous n'êtes pas pris de court, et vous pouvez à tout moment apporter quelque chose parce que le téléspectateur a déjà l'image pour lui. Il voit ce qui se passe. Donc, on est vraiment dans ce que je disais, l'accompagnement. Donc, être très, très travailleur en amont, oui. Préparer les matchs de façon précise, oui. Et après, moi, je suis de l'ancienne génération, donc j'ai beaucoup de papier, beaucoup de scripts et un petit peu de Excel ou de Word, pas de PowerPoint, mais des statistiques qui viennent m'apporter une lecture un peu plus rapide, ne serait-ce que pour la radio déjà, pour être précis sur un joueur qui vient de marquer un but. Il faut que dans les secondes qui suivent, après avoir expliqué ce qui s'est passé, après avoir décrit ce qui s'est passé, et après avoir, on va dire, donné un petit peu d'émotion à l'auditeur, ça c'est pour la radio, d'arriver dans l'instant suivant à dire c'est son énième but de la saison, il a déjà réalisé ce genre de performance, etc. etc. C'est là-dessus où il y a vraiment un vrai rituel dans la préparation. Après, dans le match en lui-même, ça dépend de la compétition. Il est sûr qu'on a un peu plus d'adrénaline quand on commente une finale de Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France qu'un match de Coupe de France, même si la Coupe de France reste mon parfum spécial, parce que j'avoue que c'est l'occasion justement de raconter tout ce qui se passe autour du football et d'aller justement au plus près du football d'en bas. Donc, je n'ai pas de gris-gris, je ne mets pas la chaussette gauche avant la chaussette droite. Je ne mets qu'un maillot de l'équipe de France à chaque fois que je commente un match des Bleus sur une compétition internationale. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, c'est top. Je me permets d'enchaîner parce qu'en fait la transition elle est toute trouvée. Elle a même déjà plus ou moins été répondue en fait. C'est
la question qu'on avait après, c'était doit-on considérer justement que un commentaire radio et un commentaire télévision sont deux exercices bien distincts. Mais du coup, oui, en fait, il y a un côté immersif qu'il faut rajouter beaucoup plus à la radio, en fait, c'est ça l'idée. Après, ouais, je mets un bémol là-dessus parce que la plupart du temps, on vous dit faites attention de ne pas trop parler, faites attention de ne pas agacer le téléspectateur. Après, moi, je suis, et je le revendique, et je le revendiquerai toujours, un enfant de la radio. Moi, j'ai découvert la radio, j'avais 13 ans au fond de mon lit du parcours de Saint-Étienne en 76 avec les grandes ondes. Donc, autant vous dire qu'il fallait avoir envie d'écouter à cette époque-là des matchs de foot. Et ça, c'est resté gravé sur le fait que, OK, la radio, il faut qu'on tienne en haleine l'auditeur. Mais je pense aussi que dans l'accompagnement du téléspectateur, on peut amener une touche personnelle. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé justement de venir tester grandeur nature le métier. Et j'avoue que même si on m'a pas vraiment dit il faut que tu fasses du rességuier, je fais du Jeannot rességuier. Voilà, j'essaie de faire un petit peu ce qui a fait ma personnalité à la radio et de l'apporter un petit peu à la télévision. Je sais que ça peut agacer, ça j'en suis totalement conscient. Et notamment quand il n'y a pas d'ambiance, et j'ai ce souvenir de premier match de Ligue des Champions à Lyon cette saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le match qui était à 19h si ma mémoire est bonne, donc le stade n'était pas plein. Il n'y avait pas grand monde, ouais. Il n'y avait pas d'ambiance, et apparemment, après avoir revu le match et avec les commentaires avec Jérôme Roten, oui, on s'est rendu compte qu'on parlait très fort. Mais on ne parlait pas très fort, on parlait comme d'habitude, sauf que on avait quasiment pas d'ambiance autour de nous. Et là, on a senti dans les réflexions qui ont été faites que le téléspectateur était un petit peu agacé. Mais quelque part, c'est logique, mais je pense que, et ce qui m'a amené d'ailleurs à faire ce constat, c'est des réflexions d'auditeurs qui m'ont dit et qui continuent à me dire encore aujourd'hui, on coupe le son de la radio, on coupe le son de la télé, et on met la radio. Oui. Donc ça veut dire quelque part qu'ils ont envie de vivre ça aussi. Donc à nous, et à moi, avec le consultant en l'occurrence, que ce soit Eric Dimeco ou Jérôme Roten ou Rio Mavuba ou autre avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, à moi de trouver l'équilibre là-dessus. Et je pense que ça peut être intéressant. Et pour en avoir discuté avec Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, je me suis rendu compte qu'à la Coupe du Monde 2018, ils avaient franchi un peu le pas là-dessus. Dans l'enflammade du but de Pavard, dans l'enflammade du but de Umtiti, dans l'enflammade de la finale de la Coupe du Monde, je pense qu'on doit être porté par l'événement. Et le meilleur souvenir que j'ai là-dessus, c'est à la télé en tout cas, c'est le 4-0 de Liverpool qui vient remonter le 3-0 du match aller et contre Barcelone, où là on est dans un match de dingo. Et ça, il ne faut pas l'enlever, quoi. Il faut vraiment, à mon sens, continuer à le vivre comme un vrai match de dingo, parce que c'est ça qui nous porte, à nous, commentateurs et consultants, la passion et la passion du téléspectateur, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis en plus, moi, si je peux me permettre, vous avez en plus travaillé avec Eugène Sacomano, notamment, qui lui est... Alors, j'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai souvent travaillé à côté de lui. Et c'est quelqu'un qui pour moi, c'est une référence, hein, et quelqu'un qui a apporté quelque chose aux commentaires. Oui, à la sud-américaine, mais à la sauce française. Et à aucun moment, il a fallu que je réfléchisse à l'idée de me dire je vais faire comme lui, je vais faire comme tel. Et je le dis en tout cas à ceux qui arrivent derrière, ne faites pas comme moi, ne faites pas comme un autre commentateur que vous entendez. Apportez votre personnalité. Écrivez votre propre personnalité et votre propre histoire de commentateur. Mais oui, Sacco, c'était un phénomène. Et vous aviez que la voix. Moi, j'avais la voix et l'image. C'est-à-dire que par moment, quand on était, nous, en pub, et qu'il soit sur Europe à l'époque ou RTL ensuite, quand il commentait les matchs, on se regardait mutuellement. Et lui, c'était le spectacle, il était intégral, quoi. Ça devait être, c'est sûr que ça devait être vraiment de grands moments de radio, évidemment. Et oui, non, mais on imagine que travailler avec Eugène Sacomano, ça devait être quand même quelque chose de très intéressant, surtout, premièrement, et certainement aussi très, très divertissant, aussi, certainement, en même temps. Oui, mais tous ceux qui ont travaillé avec lui, voilà, encore une fois, moi, j'ai pas partagé la même maison avec lui, et même si il a failli signer
chez nous avant d'aller RTL. C'est quelqu'un qui était entier, quoi, et qui avait cette passion-là et qui la transmettait, quoi. Et ça, c'est le plus important. Je m'excuse, j'étais persuadé pourtant que vous aviez travaillé ensemble. Je vous prie de m'excuser pour ça. Ah non, mais il n'y a pas de souci, j'aurais bien aimé. J'imagine. Du coup, on va revenir un petit peu plus maintenant sur... on va rester dans le commentariat, mais on va revenir un petit peu plus sur le football en lui-même. Du coup, est-ce qu'il y a une compétition que vous préférez commenter, une compétition dans laquelle il y a peut-être un petit peu plus de... On va dire, pas d'allant, mais vraiment un petit plaisir que vous pouvez avoir, une compétition chouchou, on va dire. Voilà, la compétition chouchou, c'est la Coupe de France. Mais la Coupe de France, pas la finale. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Pas la demi-finale dans un grand stade français. Mais un 8e de finale, un 16e de finale, un 32e de finale dans un stade de campagne, dans un stade champêtre, dans un endroit totalement improbable. Et j'ai encore ce souvenir d'un match à Bissheim, en Alsace, le club de National 3. Le stade... c'est un stade de football, voilà, de ce niveau-là, avec 2000 places, je crois, de mémoire, une tribune, et ils nous avaient installé une remorque de camion pour nous mettre à l'intérieur, pour la tribune de presse, pour les radios, pour la presse écrite, etc. Ils jouaient contre Grenoble, d'ailleurs, ce jour-là, en Coupe de France. Et ça a été un moment fabuleux, quoi. On ne peut avoir que dans ce genre de situation des souvenirs extraordinaires. Et en plus, moi, j'ai eu la chance, alors j'ai pas été un grand footballeur, même au niveau amateur, mais par contre, j'ai toujours une licence de dirigeant, et de les voir s'activer autour de l'événement, être fier de porter cet événement, ça, c'est un moment vraiment à vivre, superbe, super intéressant. Après, quand il y a une équipe française, c'est la Ligue des Champions. Quand il y a l'équipe de France et qu'elle a envie de faire un beau parcours et pas ramasser des gamelles comme en 2008 ou en 2010, c'est la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe, quoi. C'est le Graal. C'est incontestablement, c'est le Graal. Et c'est vrai que j'ai du mal encore à m'imaginer qu'aujourd'hui, là, on est le 28 juin et que je suis pas au Championnat d'Europe des Nations, quoi. Alors qu'on est sur une année paire et que logiquement on aurait dû suivre cet événement. Il se trouve que voilà, la Covid a fait que c'était pas possible, et il y a des choses beaucoup plus importantes que le football, bien évidemment, surtout après tout ce qu'on a connu au travers de cette pandémie, et qui malheureusement n'est pas terminée. On s'en rend compte tous les jours, mais c'est vrai que ça reste des événements extraordinaires. Et moi, j'ai eu la chance de faire ce métier, et j'ai la chance de faire ce métier encore, et j'espère pouvoir le faire encore pendant quelques années, avec le plaisir d'aller sur le terrain, d'aller dans les stades. Mais ça, c'est juste que du bonheur, quoi. Et c'est là qu'on ressent vraiment la passion qu'il y a autour du football, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à la transmettre, cette passion. Rencontrer les gens, il y a ce côté authentique, quand même, dans la Coupe de France, énormément. C'est avec les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller dans leur grand stade, de pousser un petit peu le club de leur commune, etc. C'est vrai que ça doit être sympa. L'anecdote de la remorque, elle est quand même, elle est quand même extraordinaire. Parce qu'il y a ce côté magie de la radio, quoi. Et c'est vrai que quelque part, la saison dernière, par exemple, je fais la finale de la Ligue des Champions à Madrid, avec Tottenham et avec Liverpool, pardon. Et du coup, le lendemain, je rentre à Paris, je vais à Dijon, je vais faire Dijon-Lens, le match de barrage de l'accession, voilà. Ah oui. Et j'ai des gens qui m'ont carrément dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit, mais je suis désolé, moi c'est mon job, c'est ma passion. C'est là où je montrais quelque part que c'est pas un grand écart, il y a un tout petit écart entre ce qu'on a le plaisir de faire, ça c'est mon chien, ce qu'on a le plaisir de faire et ce qu'on peut arriver à transmettre aux gens, peu importe le lieu, peu importe la compétition. Et bien justement, en parlant des différents stades, etc., est-ce qu'il y a, vous, une ambiance qui vous a un petit peu... Il y en a plusieurs, ambiances. Moi, j'ai bien aimé la San Siro, avec l'ambiance de l'Inter, plus qu'avec l'ambiance de l'AC Milan, par exemple. Après, dans les compétitions internationales, c'est toujours un peu difficile, c'est toujours un peu compliqué. Mais pour d'autres raisons,
La Coupe du Monde de 2014 au Brésil, ça a été un moment fort, même si j'ai vécu ce fameux traumatisme avec la défaite, la déculottée face aux Allemands pour les Brésiliens en demi-finale. Ah oui. Ça a été quelque chose de terrible où on a vu réellement ce que pouvait être l'expression de dire un stade qui s'éteint, quoi. Même s'il y avait des Allemands dans le stade, hein, mais ça c'était une ambiance assez particulière. Après, en Europe, il y a eu des moments chauds, ouais, en Turquie, en Grèce. Où il y a eu des ambiances extraordinaires, un peu de déception en Angleterre, même si je mets Liverpool par exemple au-dessus des autres, mais de la déception à United par exemple sur un match de Coupe d'Europe où je m'attendais à autre chose. Après en France c'est toujours les mêmes qu'on va citer, mais On les connaît. Hein. Oui, voilà, l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, là, surtout refait, bouillant, avec les deux virages avec comme l'écho, ça. C'est magnifique. Lyon peut sortir aussi une grosse ambiance. Saint-Étienne, Paris, le Parc des Princes, ça reste quand même quelque chose de particulier. Et puis là, la saison prochaine, on va retrouver Bollaert, quoi, avec le Racing Club de Lens. Donc pour moi, il y a des stades avec de l'ambiance, il y a des stades avec zéro ambiance, ça c'est sûr. Mais j'ai pas très honnêtement été subjugué, frappé par une ambiance particulière dans un stade. J'ai toujours essayé en tout cas de l'apprécier telle qu'elle était, telle qu'on me l'a proposée. Même si, encore une fois, parfois ça m'est arrivé d'avoir un peu de déception, justement, par le manque de caractère qu'il pouvait y avoir autour du match avec le public, quoi. D'accord, bah c'est un retour très intéressant, d'autant plus que nous, parce que dans une de nos émissions, on avait notamment parlé un petit peu de l'Angleterre, comme vous l'aviez cité, et on citait déjà à l'époque, on essayait de un petit peu faire comprendre à notre communauté l'idée que oui, l'Angleterre on va dire, il y a de belles ambiances, mais c'est pas forcément toujours des ambiances folles, mais il y a une vraie culture malgré tout du football là-bas. Moi, par exemple, j'étais au Celtic Park, bon, c'est pas l'Angleterre, du coup, c'est l'Écosse, mais j'avais été au Celtic Park, etc. Parce qu'on rebondissait sur un article de France Football qui avait classé les plus chaudes ambiances, et Liverpool était considéré comme je crois que c'était la deuxième plus chaude ambiance de deuxième. Monde, deuxième plus chaude ambiance au monde. Ça, deuxième. Et nous, on remettait ça un petit peu en cause sur le fait que le concept d'ambiance chaude pour ce qui est de Liverpool était peut-être un petit peu galvaudé. Donc c'est intéressant. Ouais. Après, je pense que pour Celtic Park, je vous rejoins. En Écosse, il y a ce côté un peu particulier d'ambiance. Mais en Angleterre, ça a changé aussi, de part, et encore une fois, je le mets entre guillemets, de la clientèle qu'il y a dans les stades aujourd'hui, quoi. Ils ont fait le tri par le prix. Ils ont mis des places très chères. À l'époque où il y avait les Hawks qui avaient pris vraiment le pouvoir sur les stades en Angleterre. Mais aujourd'hui, on le regrette un petit peu aussi, quelque part. Ce manque d'ambiance. Alors après, c'est un choix, mais je vous garantis que dans des stades, et notamment à Liverpool, ils sont capables de sortir quelque chose de grandiose, quoi, hein. Mais c'est pas du permanent, quoi. Voilà. C'est pas du permanent. C'est exactement ce qu'on mettait en lumière. Du coup, la prochaine question, on pourra presque la lier un petit peu. Donc du coup, comme vous le disiez, vous avez eu la chance de pouvoir faire de votre passion votre métier. Est-ce que parfois certaines émotions ont pu rendre un commentaire plus difficile qu'un autre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où on pense peut-être à une finale ou avec l'équipe de France ou quelque chose, ce type d'événement? Est-ce qu'un jour le commentaire était plus difficile peut-être dans un sens ou dans un autre? Alors le plus récent, je mets la finale de la Coupe du Monde de 2018 à part, mais ça a quand même été un moment énorme parce que putain, quel pied, quoi. Je veux dire, on pense automatiquement à Thierry Roland quand on se dit qu'on a eu le bonheur de commenter une finale avec la victoire au bout. Ça, c'est le premier point. La finale de l'Euro 2000 avec des Italiens excités comme des puces et qui se rassoient avant que Trezeguet nous mette ce but en or de la victoire. Donc ça reste aussi un moment particulier et où là on lâche un peu les taureaux, quoi, et les chevaux et les taureaux. On envoie le gaz et on oublie presque à ce moment-là qu'on est à la radio, quoi. 2016, la finale de l'Euro, Gignac, quand il a l'occasion à la 92e minute, j'ai dit merde à la radio, quoi. Oui, parce que c'était, mais c'est sorti comme ça, quoi, parce que c'était dans le
l'émotion et l'envie de dire ça y est, il met le but, c'est fini, quoi. C'est terminé. C'est même à la limite un héros et je suis persuadé qu'il finit même pas sa carrière au Mexique et qu'il revient quelque part parce qu'il aurait été celui qui a marqué le. Voilà. Eder, quand il marque pour le Portugal, on se retient en disant non, mais non, pas toi, tu fais rien, tu mets pas un pied devant l'autre. Enfin, c'est pourquoi toi, quoi. Mais voilà, il y a des moments où on est obligé de se retenir. Le but de la tête de Thiago Silva à Chelsea, qui les qualifié en quart de finale. Là aussi, on était avec Loïc Braillet, on a complètement pété les plombs. Le parcours de l'OM avec la Ligue Europa et des matchs complètement dingos à commenter, et notamment je me rappelle le but de Sakai là, qui quand il part de sa moitié de terrain et qui met quelques secondes, c'est long les secondes, à se rendre compte qu'il n'y a plus le gardien, et nous on le pousse, on lui dit mais vas-y, frappe, il n'y a plus personne, vas-y, Sakai, et tire. Et voilà, et ça, la limite, c'est des moments où on outrepasse un petit peu la neutralité. Et après, pour d'autres raisons, moi je suis très attaché à Toulouse. Quand ils gagnent contre Bordeaux avec Elmander lors de la dernière journée, et un triplé d'Elmander, et qu'ils accrochent la 3e place et le tour préliminaire de la Ligue des Champions, bon voilà, c'est un moment jouissif, quoi. Voilà, et après ils vont jouer contre Liverpool. Bon là, celui-là, à la limite, on l'oublie parce qu'ils ont pris 2 dérouillés. Mais quelque part, c'est des moments sympas, et c'est des moments que l'on a envie de faire partager, surtout avec les auditeurs, quoi. C'est très intéressant le point sur lequel ce que vous venez de mentionner, puisque la première chose qui m'est venue en tête, c'est quand vous dites j'ai lâché un et merde sur l'action de Gignac. En fait, finalement, moi, je considère que personne ne peut vous en tenir rigueur, parce qu'au final, pour moi, votre métier, en fait, en tant que commentateur de football, c'est qu'en fait, vous êtes là aussi pour parfois mettre les mots sur ce que je pense, notamment quand on parle de l'équipe de France. Des millions de Français peuvent penser, et je pense qu'au moment où Gignac touche le ballon, on le pense tous. Et finalement, je crois que c'est aussi ça, dans le commentariat, ce qu'on attend aussi d'un bon commentateur, c'est la capacité à aller dire ce que nous on aura envie de dire, tout simplement. Et je pense qu'on peut pas vous en tenir rigueur, en fait, dans un cas pareil. Mais honnêtement, j'ai pas eu non plus de retour là-dessus, mais je me suis fait un petit peu chambrer. C'est comme le fameux but de Malouda en 2010, où on est dans une Coupe du Monde de merde, il n'y a pas d'autre mot, pour l'équipe de France. Voilà, et c'est le seul but qu'ils mettent sur un match où ils doivent jamais perdre contre l'Afrique du Sud, mais ils perdent. Et je m'enflamme parce que c'est le seul but que j'ai eu à commenter sur la Coupe du Monde de 2010 de l'équipe de France. Ça m'a valu là, par contre, de me faire chambrer sur les réseaux sociaux. Mais ça fait partie du... Et honnêtement, c'était pas du tout calculé. En plus, c'était de se dire, voilà, ils ont quand même réussi à mettre un but. Alors qu'en 2002, ils sortaient d'être champions du monde, ils en ont pas mis. Ils avaient pourtant les 3 meilleurs buteurs européens à l'époque, quoi. Bon, voilà, c'est des situations où je pense qu'il faut qu'on soit honnête vis-à-vis des gens qui nous écoutent, quoi, et raconter ce que l'on voit, ok, mais raconter aussi ce que l'on ressent, quoi. Et c'est ça l'importance de la radio, quoi. Non, c'est Alors, moi, je vais faire une petite transition. Là, on va faire un lien, parce qu'on sait que vous avez aussi commenté du rugby. Et la question qu'on se posait, nous, c'était quelle est la différence majeure, ou les différences, entre le commentaire du rugby et le commentaire du football? Est-ce qu'il y a une vraie différence, ou au final, c'est quasiment la même chose entre le rugby et le football? Aujourd'hui, je serais, je pense, très embêté pour revenir aux commentaires du rugby, parce qu'il y a, pour moi, l'avantage du football, les règles sont simples. Et donc, c'est simple à voir, c'est simple à écouter, c'est simple pour nous à raconter. Pour le rugby, c'est plus compliqué, parce qu'il faut à la fois accompagner, décrire, être précis sur les règles, ne pas dire de bêtises, et il y a plus de risques à dire des bêtises sur les règles en rugby qu'en football. Et le rôle du consultant au foot, autant il peut être important, autant au rugby, il est primordial. C'est-à-dire que vraiment, il faut être accompagné de quelqu'un qui connaît remarquablement bien les règles. Après, dans l'émotion, dans la passion que l'on peut transmettre, moi j'ai eu la chance de commenter le France All Black de 99 à Twickenham. Là, autant vous dire que c'était...
bon, voilà, ça reste un moment extraordinaire. Et en plus, 99, on n'est pas dans ce qu'on appelle, nous, le nouveau RMC qui est né en 2001. Moi, je suis avec mon mentor, avec qui je commente un an après la finale de l'Euro 2000, Didier Bonne, qui est décédé depuis, qui était vraiment une référence au niveau du rugby. On était avec Alain Gaillard, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il était à l'époque entraîneur à Castres. Et il a été champion de France d'ailleurs, je crois, en 93, si la mémoire ne me fait pas défaut. Un personnage, voilà, un trublion, quelqu'un de truculent. Et là, on a vécu un moment fort, historique, oui, parce que c'est quand même battre les Blacks en demi-finale, même si malheureusement, il ne tape pas l'Australie pour être champion après derrière. Mais là, c'est un souvenir d'un match de rugby où on a, pareil, lâché les chevaux, lâché les taureaux, et on est parti en live complet. Et à la fin du match, à la fin, donc la qualification, moment rare, et j'ai jamais vu ça dans le foot. Peut-être qu'on le verra un jour, mais on l'a en tout cas pas vu sur la Coupe du Monde de 2018. Moment rare qu'on a vécu, c'est que on s'est tous passé nos consultants en direct sur nos radios respectives. Sud Radio, ils avaient Herrero. France Inter, ils avaient Richard Astre. Albaladejo pour Europe 1, Ménel pour RTL, et donc nous on avait Gaillard, et on s'est passé les consultants là comme ça, donc on a récupéré l'un, il est parti à l'autre, non, c'est parti ailleurs. Incroyable. Je me mets à la place des auditeurs, ils ont dû se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On est complètement perdu. Mais non, on était tellement contents, ils étaient tous contents, les spécialistes du rugby, et ils sont venus voilà, l'exprimer. Et ça, il n'y a qu'à la radio qu'on peut voir ça, honnêtement. Et donc, voilà, pour l'anecdote. Mais pour revenir au rugby, ouais, je serais plus embêté aujourd'hui pour commenter un match de rugby. Je n'ai pas eu l'occasion d'en refaire récemment, et je ne pense pas que j'en aurai l'occasion. Peut-être un jour, on ne sait jamais, si je reviens dans ma région et que je termine ma carrière comme je l'ai commencé par la radio privée, on ne sait jamais, mais au moins de se dire quelque part, on apporte de l'émotion différemment. J'ai commenté du hand, j'ai commenté du basket, et je vous garantis que j'ai commenté un euro de basket en étant très médiocre sur la qualité de ma technique de commentaire, parce que j'étais pas à fond dedans, et parce que là aussi, on parle du rugby, mais c'est très pointu aussi le basket. Mais j'ai compensé par l'enthousiasme, quoi, par le fait que bon, j'étais pas non plus en intégralité, donc j'étais sur des points, sur du ponctuel. Mais voilà, ce sont des moments sympas, parce que dans une carrière de journaliste sportif, on se dit que d'être cantonné à un sport, c'est bien, parce que c'est l'occasion de montrer que on est très professionnel et que on essaie d'être le plus professionnel possible. Quand on commente beaucoup de sports, moi j'en connais dans notre rédaction, et j'ai les noms qui me viennent comme ça à l'esprit, Morgane Maury, Julien Richard, qui passe du biathlon à la natation, ouais, qui passe du judo au football, avec une qualité de commentaire extraordinaire. Moi je leur tire mon chapeau, quoi, parce que c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est plus simple de commenter un seul sport, mais de commenter plusieurs sports, et d'être capable du jour au lendemain sur les Jeux Olympiques, par exemple, de commenter des sports différents sur une semaine, c'est juste une belle performance, quoi. Non, c'est sûr que c'est impressionnant d'être capable comme ça de sauter d'une discipline à l'autre avec une qualité de commentariat, on va dire, top. Donc non, c'est vrai que ça semble assez impressionnant en tout cas, ouais, d'être capable comme ça de bouger d'un sport à l'autre. Du coup, on a évidemment une autre question pour vous. En 2015, lors d'une interview avec France Football, suite à votre seconde place des commentateurs préférés des Français, vous expliquiez que votre rêve était de commenter la finale de la Coupe du Monde 2018. La question est simple, la réalité a-t-elle été à hauteur du rêve? Et en tout cas, sachez que nous, vous nous avez fait rêver. Ouais. Non, mais déjà, c'est une bonne chose, parce que c'est le but. Non, c'est clair. C'est clair, et c'est le parcours de l'équipe de France qui m'a fait rêver. Parce que bon, la première partie, l'Australie, premier match, ok, d'accord. Le Pérou, poussif. Le Danemark qualifié, donc voilà, un match 3 qui est toujours compliqué à gérer. Mais à partir de l'Argentine, déjà le match de l'Argentine, on se dit, mais il peut rien leur arriver à cette équipe de France. Mené au score 9 minutes, quoi. C'est, dans une Coupe du Monde, c'est un truc de dingue. Une équipe que l'on disait ultra défensive, qui claque 4 buts à l'Argentine, après qui enchaîne avec l'Uruguay, la Belgique, c'est chirurgical, et puis la finale, mettre 4 buts. Voilà,
Oui, ça a été à la hauteur de mon espérance. Le seul truc qui m'a un peu gêné quelque part, c'est que dans notre façon de travailler, nous à RMC Sport, on est à la disposition de tous nos médias. Donc on a beaucoup bossé toute la journée de la finale pour BFM TV, par exemple, pour les matinales, pour la radio, etc. Et j'ai eu le sentiment d'arriver à la finale un peu usé, quoi. Et usé dans le sens de me dire, bon, reprends-toi un petit peu, pose-toi là 2-3 heures et apprécie l'événement, quoi. Et finalement, c'est allé très très vite. Et je me suis rendu compte que c'était un événement particulier, au-delà d'une finale de Coupe du Monde, mais en plus remporté par l'équipe de France, longtemps après le match. D'abord, je finis, j'ai plus de voix. J'ai un passage de la 65e minute à la 72e ou 13e minute où j'ai la voix qui se barre. Et là, je me dis, hop là, je suis pas bien du tout. Et j'arrive à corriger un peu et à me dire, non, je vais pas finir la finale comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai réussi à récupérer la voix pour finir le match. Et après, je fais un plateau pour BFM à 23h30, je crois. Et je leur dis, mais non, mais ça sert à rien. J'ai plus de voix, j'ai plus rien. Et en fait, ils voulaient se payer ma tête. Et donc, ils m'ont fait parler pendant 30 secondes. Et ils m'ont fait parler. Ils m'ont fait sortir 3-4 mots pendant 30 secondes. Voilà, donc. Et là, une fois qu'on a eu raccroché ça, je suis reparti dans le stade, puisqu'à l'époque, on n'avait pas, enfin, à l'époque, on n'a toujours pas, mais on n'a pas les droits de la Coupe du Monde. Donc, on était obligé de travailler de l'extérieur. Et je suis reparti dans le stade. À me faufiler dans les couloirs pour aller retrouver les joueurs, aller retrouver le staff, aller dans des endroits où j'avais pas le droit d'aller, mais je m'en foutais, c'était terminé, j'avais rangé l'accréditation, et là, profiter de l'événement. Donc là, à partir de 23h40, là, oui, ça a été à la hauteur de mes attentes. Et là, j'ai pu savourer, quoi. J'ai vraiment savouré la victoire et la deuxième étoile, quoi. Ouais, un moment incroyable, hein. En vrai, un moment absolument fabuleux. Et justement, vous qui suivez l'équipe de France depuis plus de 20 ans, quel regard vous avez justement sur cette nouvelle génération? Parce que bon, il y a eu du coup 20 ans entre 98 et 2018. Là, on a une nouvelle génération qui est relativement jeune, a priori. Quel regard vous avez, vous, par rapport à cette nouvelle génération? C'est une génération qui a peur de rien. C'est une génération qui est impatiente, qui a envie de tout de suite. Alors, quand on a 57 piges, ça peut un peu perturber en disant mais allez-y doucement. Et puis finalement, on se dit non. Et on le voit là, maintenant, en plus, avec tout ce qui se passe autour des premiers contrats de certains joueurs de clubs français, de clubs et au PSG, des gamins, quoi, des gamins qui sont nés en 2002, 2003 et qui signent leur contrat pro et qui vont très certainement se retrouver à être titulaires. Regardez Kamavinga à Rennes. Enfin, il y a des choses assez étonnantes et j'ai l'impression que aujourd'hui, autant à une époque les entraîneurs étaient un peu frileux pour lancer les jeunes, autant aujourd'hui ils se rendent compte que bon voilà, la qualité elle y est, elle est là, il faut en profiter, il faut pas les griller, mais il faut en profiter. Donc dans cette génération qui arrive, ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé voir ce qu'allait faire la génération des espoirs aux Jeux Olympiques à Tokyo. Parce que c'est un peu l'antichambre et la transition qu'aurait pu mettre en place Deschamps après avoir lui-même participé à l'Euro 2020. Bon, on va attendre un an de plus. Ouais. Mais je pense qu'il va être obligé de renouveler, dans la perspective de l'Euro 2020 qui aura lieu dans un an, il va être obligé, je pense, Deschamps, de renouveler un petit peu certains joueurs, parce qu'il a beaucoup de trentenaires et que les champions du monde, même s'il ne va pas les rayer comme ça de la liste, il va être obligé de reconstruire quelque chose. Et ce qui me plaît, moi, dans cette transition-là, c'est qu'on a l'impression que, et Ripoll est un peu dans le même, Sylvain Ripoll est un peu dans le même registre que Deschamps, ou plutôt Deschamps a bien fait passer le message à Ripoll, c'est qu'il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe. La star, c'est le groupe. Et c'est ça qui a fait que l'équipe de France a été à mon sens, champion du monde. Personne ne l'attendait. Enfin, je veux dire, personne ne s'attendait à ce que l'équipe de France puisse aller au moins disputer la finale. Tout le monde disait le dernier carré, ça serait fantastique. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont champions du monde déjà avec deux latéraux qui n'étaient pas prévus au programme, quoi. Pavard et Hernandez, c'était pas eux, c'était Sidibé et Mendy. Donc voilà, il y a ça. Il y a un milieu de terrain qui se renouvelle en permanence.
avec un Matuidi capable de jouer plus avancé, mais en ayant ce rôle défensif, avec un Giroud qui met pas un but pendant toute la Coupe du Monde, mais qui a un rôle défensif hyper important dans le collectif. Ça, c'est la touche Deschamps, quoi. C'est voilà, vous vous battez pour un groupe, pour une équipe. Quand on voit qu'il y a des joueurs, il y en a de moins en moins, qui râlent de ne pas être dans l'équipe de France, ou qui râlent en étant en équipe de France, de ne pas avoir assez de temps de jeu. Ceux qui ont râlé, on les voit plus. Je pense à Lacazette, je pense à Rabiot, par exemple, voilà, aussi. Il faut qu'ils comprennent que quand ils arrivent en équipe de France, c'est le Graal, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et quand on entend un Deschamps ou tous les champions du monde de 98 qui sont interrogés sur ce thème-là, il n'y en a pas un qui ne dit pas que l'équipe de France, c'est juste merveilleux. Et pourtant, l'équipe de France, ce n'est pas ceux qui leur rapportent le plus sur leur feuille de salaire à la fin du mois, alors qu'ils gagnent des millions et des millions au travers de leur club et des compétitions en club. Donc, l'équipe de France est quelque chose d'à part, et je crois que la nouvelle génération l'a compris. Et le titre de champion du monde le permet aussi, et qu'il va y avoir peut-être un peu plus d'ambition, encore plus d'ambition, un peu plus, ça voudrait dire qu'il n'en avait pas, mais encore plus d'ambition sur ces jeunes-là qui arrivent, symbolisés par Kylian Mbappé et sa réussite en 2018, donc de dire, bah, nous aussi on a envie d'y aller, nous aussi on a envie de le faire. Et ça peut créer quelque chose d'intéressant pour l'évolution du foot français. Ouais, en effet, Clairement. On pense un petit peu la même chose, hein, notamment sur l'aspect que l'équipe de France, il semblerait aujourd'hui qu'on ait quand même un effectif en fait qui se mette surtout au service du collectif. Ce qui est assez intéressant, et comme vous le mentionniez notamment avec Olivier Giroud, nous c'est vrai que de notre côté on a souvent tendance à rappeler l'importance d'Olivier Giroud au sein de l'équipe de France, et notamment à la pointe de l'attaque et sur le travail de l'ombre qui peut être fait par Olivier Giroud. Donc, Mais ce qui est dingue, on parle de lui, mais vous vous rendez compte que dans les statistiques, j'espère, enfin bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas avec les 2 matchs de mars et les 2 matchs de juin et l'Euro, je pense qu'il serait arrivé à dépasser Platini. oui. Mais on parle de dépasser Platini, quoi. C'est fou. C'est un truc de dingue. Avec un mec qui est peut-être pas un génie, loin de là, mais qui est un vrai travailleur, un bosseur, un mec adorable, un coéquipier, un partenaire, je pense, très intéressant. En tout cas, c'est les retours qu'on peut avoir. Ce mec-là n'a pas la vibe du public, quoi. Il est pas soutenu incroyable. par les supporters, même peut-être un peu plus maintenant avec ce qu'il a réussi à apporter à l'équipe de France, parce qu'il a été décisif. Mais après, de se dire quelque part, je sais que c'est un débat qui est souvent d'actualité, et qu'il est encore plus aujourd'hui au regard de ce qu'il fait de la reprise depuis la reprise en Liga. Quand on a un mec comme Benzema et tout, on se dit mais comment on n'a pas pu réussir à trouver voilà, la réponse, elle est dans l'équilibre de l'équipe, dans l'équilibre du groupe, et le choix, il est surtout à ce niveau-là, ce choix qu'a fait Deschamps, quoi. En tout cas, c'est mon interprétation. Très bien, très intéressant. Du coup, on va refermer la page équipe de France. Et on va juste vous poser une petite question. Bon, alors, c'est moi qui va être, on va dire, chargé de poser peut-être la question la moins agréable de l'interview à l'heure actuelle. Allez, on y va. On sait que vous êtes un fan du Toulouse Football Club. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle du TFC ? J'attends avec impatience la signature du rachat. Parce que, bon, il y a le délai jusqu'au 15 juillet, donc je me dis, il n'y a pas le feu, mais bon, n'empêche que ça ne doit pas être une situation facile en ce moment pour tout le monde, pour les administratifs, pour les joueurs, pour l'encadrement, pour les éducateurs et les entraîneurs de la structure du club. Mais je pense qu'il fallait siffler la fin, pas de la récréation, mais de l'histoire. Parce que ce qu'a fait Olivier Sadran est juste magnifique, hein, récupérer le club en 2001 à la rue complet, en national, puis Ligue 2, puis le remonter en Ligue 1, le tout en l'espace de 2 saisons. Après, je pense qu'il était dans un idéal qui n'est pas l'idéal du football professionnel. Il a tenté des trucs, il a fait des choses plutôt sympas, mais ça fait quand même maintenant 5 saisons que le TEF est sur le fil du rasoir, quoi. Et ce qui s'est passé cette saison, c'est catastrophique, c'est apocalyptique, quoi. Je veux dire, à se retrouver à changer d'entraîneur. Déjà, bon, j'adore Alain Casanova, mais faire revenir Casanova qu'on avait viré précédemment,
aller chercher Comboiré, qui n'était quand même pas sur une belle dynamique, même s'il avait sauvé Dijon, ok, mais bon, avec Guingamp, ça s'était pas bien passé. Mettre Denis Zanco, qui est un formateur, même s'il avait dépanné au Mans, dans la panade, avec un groupe qui avait déjà la tête dans les chaussettes au mois de décembre. Le coup de Duprat, c'était pas possible à refaire. Le coup de Duprat, c'est une fois dans l'histoire du club. Donc, pour moi, c'est normal ce qui leur arrive. Ce qui leur est arrivé, en tout cas, même s'il y a eu la coupure du championnat, même si ils n'ont pas pu défendre mathématiquement le fait qu'ils puissent se sauver, mais ça, j'y croyais pas une seule seconde. Même si on peut crier au scandale, au manque d'équité, sur la décision qui a été faite par rapport à l'histoire du classement au quotient, il fallait bien faire quelque chose. Donc aujourd'hui, que le club soit vendu, et j'attends encore une fois que ce soit signé, mais un mec comme Damien Comolli, que je connais très peu, mais que je connais un peu, c'est un vrai professionnel. Et des échos que j'ai, il a déjà bien en main le club sur la façon dont les gens qui y sont y travaillent, de quelle manière ils y travaillent et pourquoi ça allait pas bien, pourquoi ça allait bien dans certains secteurs d'activité. Là, il a entamé les discussions avec les joueurs. Patrice Garande, c'est le choix des deux aujourd'hui. Hein. C'est le choix d'Olivier Sadran et de Damien Comolli, puisqu'ils sont l'un est encore propriétaire, l'autre ne l'est pas encore en tant que président délégué et l'autre actionnaire minoritaire puisqu'il va rester au club Sadran. Donc voilà, pour moi c'est une situation qui va pas être simple à gérer sur les prochains mois. Il va pas falloir qu'ils se trompent sur le recrutement, mais c'est une manière peut-être d'écrire différemment l'histoire de ce club qui a déjà connu ce genre de situation et qui a toujours réussi à s'en relever. On dit que c'est une terre de rugby, Toulouse, mais la région, je l'appelle toujours Midi-Pyrénées, je suis désolé, parce que voilà, l'Occitanie, oui, mais, L'Occitanie maintenant. Mais la région autour de Toulouse, c'est une région de passionnés de foot. Le public toulousain dans l'histoire de ce club, et je sais si j'ai vécu quelques belles années dans l'histoire du club, et notamment l'époque européenne avec l'élimination de Naples et de ce penalty manqué par Maradona. Le stade était plein, l'ambiance était magnifique parce que ça venait de partout. Et parce qu'aussi à l'époque, on avait tenu compte de l'aspect géocommunautaire, géopolitique de la région. Il y avait de l'espanisant, il y a eu des Marocains, il y a eu des Tunisiens, il y a eu des Africains, et à chaque fois, il y a eu quelque chose entre ces joueurs-là et le public, parce que le public venait les voir et s'identifiait à eux. Et je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent à ça, les nouveaux dirigeants, les nouveaux propriétaires, quand ils vont travailler à la restructuration du club. Si vous mettez un Espagnol ou un Argentin dans l'effectif, ça va attirer du monde. Vous mettez un Tunisien, un Marocain, ça va attirer du monde. Voilà, il y a des histoires dans cette ville et dans cette région qui font qu'il faut en tenir compte. Et après, je pense qu'il faut aussi essayer de faire comprendre que Toulouse, c'est un club d'une région, et donc aller un petit peu travailler autour de Toulouse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a Pau. Alors, Pau, c'est pas Midi-Pyrénées ou l'Occitanie, mais c'est pas très loin. Il y a Rodez en Ligue 2 aussi. Donc, ça va être compliqué. Il y a Montpellier qui est pas très loin et qui est en Ligue 1. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ce qui avait été mis en place il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, à l'époque de Visantin d'abord, puis ensuite à l'époque de Del Sol avec Francis Andreu, dans la reconstruction du club qui les a amenés à l'Europe, quelque part, ils y avaient pensé à tout ça. Ils avaient réussi à faire quelque chose de très régional. Et je pense que c'est sur ce secteur-là qu'il faut qu'ils travaillent. Je suis convaincu que la descente, on en a déjà parlé pendant nos émissions avec Thomas, je suis convaincu que la descente de Toulouse, ça peut être une bonne chose pour le club. Je pense que même pour les supporters toulousains, ça devait pas être agréable. C'est des 5 dernières saisons, c'était toujours sur le fil du rasoir. C'est vrai qu'il y a eu la belle histoire avec Pascal Duprat, mais au bout d'un moment, même cette saison-là, elle était horrible. Je suis désolé pour le coup, mais ouais, c'est ça. Mais je pense que ça peut être une bonne chose en vrai, pour Toulouse de mieux rebondir. Je pense que même pour les supporters de Toulouse, vivre ces années de Ligue 1 là, c'est pas agréable, quoi. Je pense que c'est pas plus mal d'essayer de reconstruire
de se réinventer tout simplement en fait. Parce que les supporters ont envie de vibrer là-dessus. Alors on dit qu'il y a pas beaucoup de monde au stade. Ouais, ok, il y a 12, 13, 14 000 spectateurs. Mais il y a des vrais supporters, quoi. Moi, je suis allé au stadium cette année. Et il y a des mecs qui sont contents d'être au stadium, de mettre de l'ambiance, d'essayer de mettre de l'ambiance, d'essayer d'être suivis, d'essayer de. C'est pas simple, hein, c'est pas facile. Surtout Non. que quand vous recevez les grosses équipes au stadium, mais la plupart, ils viennent voir l'adversaire. Donc bon, Mm. et on n'invente rien quand on dit ça. Mais ces gens-là, je pense que si ça se met en place correctement en Ligue 2, ils vont retrouver l'envie justement de soutenir cette équipe et de faire en sorte qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que la région en a besoin, parce que Toulouse en a besoin, et que ce club doit vite revenir en Ligue 1, quoi. Il y a un C'est potentiel. indéniable. Il y a Mm. du potentiel, effectivement. Clairement. On va terminer quand même sur une note voilà, un petit peu plus positive, entre guillemets. Voilà, c'est que du coup, on sait que vous avez vécu votre rêve avec la finale de la Coupe du Monde 2018. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, maintenant, en 2020 et pour la suite? D'avoir la santé et l'envie d'aller toujours sur les stades à droite à gauche en France et en Europe, d'être autant motivé par ce boulot, et c'est le cas, et que voilà, au regard d'une situation compliquée que l'on vit en ce moment d'un point de vue social dans notre groupe, pas que par rapport à RMC Sport, de se dire que voilà que nos dirigeants se rendent compte que les gens qui sont dans cette maison, dans nos maisons, ont connu plein de choses et ont surtout connu une renaissance. Et il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'on ait envie de porter encore une fois la bonne parole sur les stades et qu'on fasse passer le message de la passion. Et ça, c'est le plus important. Et ensuite, j'ai pas d'ambition particulière de me dire que j'ai déjà vécu pas mal de choses. Je vais pas faire le difficile. Donc tout ce qu'on va me proposer demain sera parfait, sera très bien. Avec la curiosité de me dire, j'espère connaître la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais quand même fait un petit peu le tour de la planète et par rapport au continent de ce qui pouvait être proposé pour l'organisation de la Coupe du Monde, d'être allé au Brésil, d'être allé en Afrique du Sud, voilà, de pouvoir aller au Qatar. Bon, j'espère arriver jusque-là, si c'est possible. Et pourquoi pas une autre étoile pour l'équipe de France. Ah, Allons-y, soyons fous, quoi. Soyons tant fous, qu'à faire. tant qu'à faire. Ce serait magnifique, évidemment, et on espère que ça, et on y croit très très fort. Jeanne Et Orességuier. Adrien et Thomas, Enfin, une étoile en décembre en plus, ça serait pas mal quand oui, même, parce que n'oubliez pas que la finale, elle aura lieu en décembre. Donc, sinon, au pire, Ouais. sinon, elle brillerait encore mieux. au pire, on se rattrapera sur l'étoile de ski, au pire, c'est pas grave. Au pire. Voilà, ne me comptez pas sur moi. Hein. Donc, Jeanne Orességuier, merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. C'était Merci. un vrai plaisir. On espère bien entendu vous entendre encore très longtemps sur les ondes, puisque bon, c'est vrai que nous, avec Adrien, voilà, on est des amoureux de la Ligue 1 de notre côté, et c'est vrai que bon, votre voix nous a souvent accompagnés quand soit on pouvait pas se rendre au stade, ou après, parfois à les rencontres, ou dans les multiplex, enfin, je veux dire, vous nous avez accompagnés, vous avez fait partie de ces voix de notre jeunesse, de notre enfance, et c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé, plaisir d'entendre ça, voilà, parce que ça fait plaisir, oui, tout simplement, parce qu'on fait ce métier justement pour donner de la joie, donner de l'émotion et donner aussi de l'envie de faire ce métier. Et ça aussi, ça fait partie des retours plutôt sympas que l'on a quand on avance dans le temps comme ça, dans le temps de journaliste. On vous rassure, vous nous avez donné envie. Parfait. Clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne Orességuier. Du coup, Adrien, donc on se retrouvera pour le live de cette semaine. On vous rappelle, les amis, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, sur Facebook, Togo, Twitter, Instagram, @SensTactique, majuscule OS, majuscule OT, sur Twitch aussi. On vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à tous, et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup.